Bonjour, c'est parti pour la deuxième journée des rencontres Tourisme Bretagne 2022. Je suis Thibaut Boulet, je suis journaliste à Rennes. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin à Rennes sous un soleil absolument radieux. C'est une journée très riche qui nous attend, qui vous attend. Même chose pour vous qui nous suivez en streaming depuis votre base. Vous allez pouvoir d'ailleurs participer à cette journée, interagir avec nous en posant vos questions depuis le chat. Et si vous êtes présent ici à Rennes, au couvent des Jacobins, vous pouvez scanner le QR code que vous avez sur votre badge et vous arriverez sur une page où vous pourrez renseigner votre question anonyme si cette question est méchante. Et question, voilà, vous pouvez donner votre nom si elle est plutôt sympa. Nous sommes donc ensemble pour 1 heure dans le réfectoire du couvent, là où les religieuses prenaient leur petit déjeuner à 4 heures du matin. Il n'y avait pas de chouquette, je crois, à l'époque. Le réfectoire pour évoquer la gastronomie, la restauration au service du territoire, des savoir-faire. C'est plutôt bien vu d'être ici. La table ronde intitulée « Le tourisme et la restauration au service de la valorisation des terroirs et des filières courtes ». Et nous avons un casting 3 étoiles pour ce rendez-vous. Ludivine Solin, bonjour. Bonjour. Vous venez du Pas-de-Calais, tourisme, vous êtes chef de projet design et innovation. Et pour attirer les voyageurs sur votre territoire, Pas-de-Calais et autour du Louvre-Lens, vous avez choisi une couleur que vous déclinez en programme culturel, en virée vélo et dans la gastronomie. Quelle est cette couleur? Le noir. Incroyable. Choix radical, pourquoi? C'est pas un choix radical, c'est plutôt le noir qui est vraiment notre couleur du territoire. Donc c'est la couleur vraiment qui nous est propre à nous, qui est celle, la couleur des terris, du bassin minier. Et on a fait déjà ce pari fou un peu, on va dire, il y a quelques années en construisant la destination autour du Louvre-Lens. Et on a parié justement sur cette couleur noire pour aussi renverser les clichés et se dire que dans le Nord, c'est pas que noir et gris, et que le noir est vraiment une couleur pour justement mettre en lumière toute la créativité du territoire et de l'ensemble de ses acteurs. Alors, on va revenir sur cette idée géniale, mais ça peut donner quoi dans l'assiette du noir? Des trucs de dingue. Genre Ça peut donner, par exemple, voilà, une distillerie de gin qui fait du gin à la noire. Ça peut vous faire aussi une mayonnaise noire. Ça peut vous faire une glace noire à base d'un sorbet à la mûre. Donc, et après des expériences culinaires qui vont à la fois chercher vraiment à la source, donc vraiment, comme on appelle chez nous, le terreau fertile, donc de la terre. Qu'est-ce qui pousse? Quelles sont les richesses de notre territoire pour ensuite les amener jusqu'à l'assiette et créer des expériences culinaires uniques. Et en ayant ce fil conducteur qui est le noir du territoire, ce noir des terris, et comment on l'emmène jusqu'à une expérience culinaire qui va raconter justement toute l'histoire du territoire. une aventure qui a été possible notamment grâce au travail de designers culinaires. Oui. On en a 2 avec nous, des designers culinaires, Virginie Bréjon de Saint-Quentin et Lucie Bolzec. Designeuse culinaire, c'est pas juste faire de jolies assiettes, on est d'accord? Expliquez-nous. Non, effectivement, c'est pas du tout faire de jolies assiettes. Je pense qu'il y a plein de professionnels qui sont largement assez doués pour ça. Nous, notre travail, c'est plutôt de réfléchir finalement au sens qu'on y met et à la cohérence finalement de ce qu'il y a dans l'assiette et de l'histoire qu'on a envie de raconter. Et quand on lit ça à un territoire, bah évidemment, l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est l'histoire qu'on voit et qu'on vit quand on vient visiter ce territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une cohérence entre tout ça. L'éveil des 5 sens, c'est un peu ça, Virginie? Oui, complètement. On va chercher, on pense au goût, bien évidemment, quand on parle d'alimentation, mais c'est aussi, quand on parle de design culinaire, l'esthétique, la forme, les couleurs, la vue, c'est aussi le toucher, comment on va toucher peut-être un bol chaud quand on boit une soupe face à la mer en hiver, comment on va sentir ce qui se passe autour et peut-être sentir les embruns si on est sur la plage, mais sentir les embruns au restaurant. Et donc en effet, on va chercher une forme d'harmonie des sens qu'on appelle la synesthésie dans notre métier, et c'est un peu la quintessence de ce qu'on va chercher quand on design une expérience culinaire. Alors vous êtes en mission pour la région Bretagne, vous allez nous dire dans quelques instants de quoi il s'agit. Et nous accueillons Thierry Bovy. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous venez spécialement de Brest. Oui, vous arrivez tout juste. Voilà. Merci d'avoir couru jusqu'à nous depuis la gare. Il y a un métro. Ça se voit. Je vous l'annonce.
Il y a un métro. Merci. La prochaine fois, vous prendrez le métro. Alors. Vous êtes directeur du restaurant Le Ruffet à Brest. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la carte du Ruffet en local? Il n'y a que ça. En fait, il y a ce que l'on produit et ce que l'on met toujours en avant au restaurant depuis une quinzaine d'années. C'est les produits et les marqueurs de goût qui ont fait non seulement l'agriculture séculaire région Bretagne, au travers de la traçabilité des races locales et de la biodiversité végétale, mais il y a aussi, je dirais, tout l'écho des campagnes et des producteurs, puisque nous, on n'est que le porte-voix de ces produits. Donc, on va retrouver forcément du beurre, donc là, de froment du Léon en ce moment. Bien jaune. Hein. Donc, il vient justement marquer tout de suite sur la table sa présence. On retrouve nos charcuteries de Port-Blanc de l'Ouest, les cochons gras, les cochons charcutiers. Donc ça, c'est pour, je dirais, mettre aussi la différence du goût au travers d'un gras soyeux, safté. On a de ce cochon aussi récupéré la graisse salée, qui est le gras de Bardière, dont on fait une recette traditionnelle qui remonte au Moyen-Âge, qui s'appelle la graisse salée et qui recouvre le filet de poisson, donc intermère, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la carte du Ruffier à Brest. On va en reparler parce que vous faites un travail incroyable avec les producteurs locaux. C'est la signature de la maison Ruffet. Ludivine Selin, on retourne dans le Nord. Oui. Présentez-nous votre terrain de jeu. Il y a quasiment 100 km, c'est ça? Oui, donc c'est un territoire qui est sur 100 km de long, qui regroupe 6 communautés d'agglomération, qui est sur 2 départements, donc le département du Pas-de-Calais et le département du Nord. Et du coup, toute la démarche culinaire s'est faite avec l'ensemble des métiers de bouche qui sont sur cette destination. Alors, dans le cadre de votre stratégie de développement touristique, vous avez lancé l'idée de l'événement Upper Noir. Oui, Upper, on oui. dit Upper, oui, Upper, comme vous le souhaitez. Et dans le Nord, on dit Upper Noir. Upper Noir, d'accord. De quoi s'agit-il en 2 mots? Après, on va voir le teaser. Oui. Donc, en 2 mots, c'était il y a 2 ans, juste avant justement la période Covid, où il y a le musée du Louvre-Lens qui souhaitait faire l'exposition, enfin qui a fait l'exposition Soleil Noir. Et du coup, on s'est dit, voilà, ça serait intéressant de mettre en lumière justement toutes les démarches créatives qui ont eu lieu depuis la création de la destination autour d'un événement. Donc au départ, on était parti vraiment sous un format événementiel. Et au final, ce format événementiel est devenu un rendez-vous avec la proposition de nouveaux parcours d'expériences culinaires culturelles où on mettait en lumière justement toute la démarche créative. Et ça a duré pendant 1 mois, donc c'était en juin dernier, en juin 2021, où on a proposé justement des expériences hyper culturelles, hyper miam, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc en tout, ça a regroupé plus de 70 partenaires publics et privés pour créer justement ces expériences. Alors on regarde un extrait du teaser, c'était en 2021. Voilà quelques images de l'édition Upper Noir donc, dans le Pas-de-Calais en 2021. L'idée, c'est donc de créer une identité culinaire, donc là on a compris, à travers le noir par exemple, qui puisse être vecteur d'attractivité pour le territoire. Comment avez-vous procédé ? Donc, comment on a procédé? Donc, pour nous, ce qui est important, et c'est une démarche qu'on mène depuis plusieurs années au travers des différents projets, c'est vraiment de travailler en amont avec les acteurs du territoire.
Donc vraiment, on co-crée avec eux. Et pour la démarche culinaire, qui est une démarche assez importante, parce que pour nous, c'est aussi une stratégie à long terme sur la destination autour du Louvre-Lens et aussi un levier de développement touristique. Donc on a vraiment travaillé avec l'ensemble des métiers de bouche de la destination. Donc à la fois avec des maraîchers, avec des artisans boulangers, avec des chocolatiers, avec des chefs restaurateurs et avec une équipe de designers culinaires où on a tous co-créé ensemble et où on a organisé ensemble des dîners culinaires. Donc vous allez me dire, des dîners culinaires, qu'est-ce qu'on y fait? Je vais vous raconter ce qu'on fait. Il y a des dîners qui ne sont pas culinaires. Oui, voilà. Et aussi, il y a des dîners où on ne mange pas, où on ne fait que parler. Ah, okay. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a donné rendez-vous à l'ensemble, à plusieurs métiers de bouche, où justement, on voulait avoir une mixité. Donc, on ne voulait pas faire juste des dîners avec que des chefs restaurateurs, qu'avec que des artisans. On a vraiment mixé. Donc, on a fait des dîners avec à la fois des chefs, des brasseurs, des maraîchers, où pour la plupart, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Donc, ils ne se connaissaient pas. Donc, déjà, pour eux, c'était des bonnes rencontres parce que déjà, ça créait déjà des échanges entre eux sur tiens, moi, je fais ce produit-là. Donc, il y a déjà eu cette première interaction. Et après, il y a eu justement une animation des designers culinaires pour stimuler leur créativité autour d'un dîner. Donc chaque participant, chaque métier de bouche ramenait un produit et ensuite racontait l'histoire de ce produit et de là émaner des idées, des concepts en ayant justement comme thématique le noir et comment on allait travailler ce noir. Et c'était pas juste de dire on va mettre du noir dans une assiette, mais comment on va raconter une histoire avec le noir du territoire. Et donc, à la fin de ces dîners, on se retrouvait avec une grande nappe, avec plein d'idées écrites par tout le monde, plein de concepts, d'idées folles et des choses vraiment superbes. Et du coup, les métiers de bouche repartaient avec déjà plein d'idées dans la tête et plein de choses qu'ils avaient envie de faire. Et ils voyaient déjà, mais waouh, c'est génial, enfin, on a envie de faire ça, on va tester ça. Et ils comprenaient mieux comment ils allaient faire la connexion avec le territoire. C'est ça qui était génial. Parce que du coup, ils découvraient encore plus de richesses. Et du coup, ça les amenait encore plus à créer. Et du coup, on a eu une émulation. On a eu au final plus de 100 projets qui sont remontés. Et de ces 100 projets, en tout, on a eu une transformation. On a eu 45 expériences culinaires qui ont été proposées. 45 nouvelles expériences culinaires. Et ce qui était génial, c'est que c'est des expériences culinaires, comme elles sont reliées au territoire, elles sont uniques à notre destination. Et ce n'est pas des choses que vous allez retrouver dans le sud de la France ou dans l'Est. C'est des choses, comme elles sont rattachées à un territoire et à ses richesses, que vous retrouvez que chez nous, quoi. Virginie et Lucie, j'imagine que quand vous entendez Ludivine, ça vous inspire puisque vous êtes actuellement en mission pour la région Bretagne et le TIUB, c'est la cellule d'innovation touristique de la région, sur un projet autour du GR34 qui borde l'ensemble des côtes bretonnes, 2000 km, plus de 2000 km. En quoi consiste votre boulot? Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé? En effet, on a une mission qui est absolument passionnante et essentielle pour des passionnés de cuisine et de tourisme comme nous le sommes. L'idée, ça va être en effet d'animer un groupe d'acteurs spécialistes de l'alimentation sur le territoire pour ensemble sortir de cette observation et de cette expédition sur le territoire des éléments d'innovation, des idées, des citations, des inspirations pour proposer un carnet de tendances de la cuisine littorale bretonne qui sera mis à destination de tous les acteurs de l'alimentation, du tourisme qui souhaitent s'en inspirer pour innover derrière. C'est un énorme travail. Comment allez-vous travailler les procédés, les étapes, c'est quoi? Alors, les étapes, ça va être de mobiliser justement un collectif, parce que véritablement, tout va partir des acteurs du territoire. Nous, on va être que les chefs d'orchestre pour justement aller picorer à droite, à gauche, ce qui va être sortir d'intéressant et finalement de commun aussi à différentes destinations. Donc là, on est en train de commencer à mobiliser justement sur 6 destinations autour de la frange littorale, des acteurs assez divers en termes de profil, donc des représentants du tourisme, évidemment des chefs et des artisans de bouche, des créatifs et des créateurs, donc qu'ils soient designers, céramistes, peu importe.
Aussi des habitants, j'en oublie certainement. Des enseignants-chercheurs, des Oui, producteurs. des experts, Voilà, ça spécialistes. fait déjà une bonne équipe. Pour avoir vraiment aussi une cartographie assez complète finalement des acteurs de l'alimentation sur ces destinations. Et l'idée, ça va être vraiment de les faire interagir entre eux. Et on va leur demander de construire ensemble ce qu'on a appelé les fresques du territoire. Donc on va leur demander de faire des fresques géantes en ramenant des objets, des couleurs, des matières. L'idée étant d'identifier finalement les particularités, ce qu'on a appelé l'ADN de chaque destination sur cette frange littorale. D'accord. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'ADN culinaire de ces destinations? En fait, on ne va pas forcément partir que du culinaire. On va partir du territoire. Donc ça va être quels sont les paysages, les lignes du paysage, quelles sont les spécificités géologiques, quelle est l'histoire spécifique de ce territoire, quelle est l'histoire, le patrimoine, les savoir-faire particuliers, artisanaux. On va essayer de faire remonter vraiment des choses spécifiques au territoire. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'en tirer finalement des transpositions dans l'univers culinaire. Et c'est là où on va créer justement des histoires dans les assiettes. Le Pas-de-Calais a choisi le noir, bon, sans dévoiler les conclusions de la mission. Si la Bretagne devait choisir une couleur, ce serait laquelle? Moi, j'ai une petite idée, mais il y a une couleur en ce moment un peu dans l'air du temps en Bretagne. Alors, il y a une couleur dans l'air du temps, on va certainement en parler. Après, on va questionner ces représentations avec cette couleur. Et bien sûr, je vous vois venir, vous parlez du glaze. Le glaze. Voilà, ce terme qu'on utilise, on préfère utiliser le terme breton parce qu'en français, c'est le glauque. Mais en même temps, en fait, le glaze, c'est le glauque. Mais en fait, le glauque a une histoire très intéressante. C'est cette couleur un peu indéfinissable, un peu aussi très intrigante de cette couleur qui est ni bleue ni verte de l'eau, un peu moins translucide qu'elle pourrait l'être dans les lagons des mers du Sud, mais tout aussi passionnante parce que justement assez poétique. Et donc voilà, et c'est aussi le terre, la mer, l'indéfinissable ligne entre l'horizon et le ciel partant gris, comme on peut le connaître de temps en temps en Bretagne. Le glaze à Brest, vous connaissez ça, Thierry? Nous, on a le crachin, on a les 4 saisons, comme on dit en Bretagne, tous les jours. Donc, ouais, bien sûr. On n'est pas non plus, nous, les meilleurs représentants du côté mer, mais justement, nous, on fait en sorte d'avoir cette offre, je dirais, moitié-moitié. Côté mer, vraiment? Vous trouvez qu'à Brest, on ne travaille pas assez la mer? Vous avez le côté mer, qui est aussi, je dirais, la direction. Forcément, quand on descend de l'aéroport, on aime aller tout de suite au contact, je dirais, de cet élément. Mais nous, on représente, je dirais aussi, le côté intérieur. C'est ça aussi qui fait notre signature, justement. On le propose, bien sûr, des poissons, mais on sait aussi raconter l'histoire de l'intérieur. La biodiversité, le local, c'est pas nouveau chez vous depuis la reprise du resto Le Ruffet à Brest. C'était en 2007. C'est ça. Bien avant tout le monde, vous avez fait la promotion des produits locaux de la préservation de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que c'est le sentiment d'appartenance, tout simplement, culturellement, et impliqué dans une agriculture qui était, je dirais, sur le territoire de longue date. Et puis, c'est ça qui a fait aussi, l'origine de nos goûts et de ceux qu'on a nous-mêmes repris et collectés par nos grands-mères. Et donc, à partir de là, intuitivement, on s'est posé la question sur quelle importance était constituée cette biodiversité déjà au niveau des races animales, et donc ce qu'on a effectivement dénombré. Et ensuite, la seconde question, c'était qu'est-ce qui restait en maillage de producteurs sur le territoire. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait intervenir au plus près pour pouvoir aller, je dirais, non seulement à la rencontre de ces derniers éleveurs, mais de pouvoir aussi proposer ces produits à la table. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, vous aviez du mal à avoir une offre pas beaucoup plus aujourd'hui, ouais. Pas beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a des phénomènes de jeunes pousses, parce que aussi l'ère du temps fait qu'il y a une prise de conscience sur la proximité, et puis c'est aussi socialement et économiquement une réponse à ce qui se passe, d'être au plus proche du produit et du bon produit, de façon à l'intégrer dans les cuisines de tous les jours, que ce soit à la maison ou, je dirais, au restaurant. Est-ce que vous avez le sentiment que le client est conscient de
de vos efforts. Oui, il est conscient, mais attention, en l'espace d'une génération, on a quand même effacé une mémoire collective. Donc on trouve ça, je dirais, c'est vrai, des fois un peu curieux, mais c'est vrai que nos réflexes citoyens, ils sont aujourd'hui communs ici en région Bretagne à ceux qu'on rencontre dans toutes les régions de France et je dirais même sur la planète. Donc on est quand même dans une ambiance de consommation quand même qui a tendance à se ressembler partout. Quand vous recherchez une race de viande oubliée, comment vous travaillez ? Vous allez directement chez les producteurs on a de toute façon par contact les liens avec ces producteurs qui eux-mêmes nous renvoient sur d'autres parce que l'intelligence de chacun de ces producteurs, c'est de ne pas rentrer en concurrence avec celui qui s'installe non loin et de façon à avoir des complémentarités. Et puis la complémentarité, ça offre aussi de la diversité. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement continuer à se ressourcer, même pour nous. Et c'est comme ça qu'on ne voit pas passer le temps aussi. Ouais. Les produits un peu oubliés, méconnus, dans le Nord, il y en a quelques-uns aussi. Et l'opération que vous avez lancée, Peur Noire, qui se pérennise en plus sur toute l'année, a permis d'en sortir un petit peu des oubliettes. Oui, ça a permis d'en sortir des oubliettes, mais là où je vous rejoins aujourd'hui, c'est notamment de faire prendre conscience, mais aussi les clients, ce qu'ils veulent, au-delà de leur assiette, c'est qu'on leur raconte une histoire, mais aussi qu'on leur raconte d'où viennent les produits qui sont dans leur assiette. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est justement, au travers de cette assiette, c'est d'aller au-delà du restaurant. C'est quand on sort du restaurant, comment on continue justement notre expérience culinaire et à découvrir le territoire. Et du coup, ça amène aussi à mettre plus en valeur ou à retravailler des produits qu'on connaissait plus forcément ou que les gens ne connaissaient plus, de par, comme on dit aussi, cette mondialisation, cette standardisation qu'on a tous connue et qui fait qu'aujourd'hui, les chefs restaurateurs, mais aussi les artisans, poussent pour justement redécouvrir toutes ces nouvelles choses. Donc, par exemple, notamment avec le travail du pain. Donc, je pense que c'est un bon exemple de comment on retravaille le pain avec des farines qui sont locales. Nous aussi, on a forcément la bière. Et du coup, on a de plus en plus de bières locales qui se créent avec justement une démarche de sourcer les matières premières en local, de cultiver en local aussi. On a aussi le retour à une culture locale et à tout circuit court qui se redéveloppe. Donc ça, c'est vraiment, je pense, parce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la société, de revenir à de la consommation locale, mais aussi à recultiver localement des produits oubliés. Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est des choses qui, sur le long terme, vont vraiment se développer, mais qui vont contribuer justement à créer encore plus d'expériences culinaires pour les mettre en lumière. On parle d'expérience, on parle alors de mise en scène. C'est un tout, c'est un concept. Oui, en fait, c'est vraiment. Non, tout doit être pensé. On parle de ce qu'il y a dans l'assiette, mais on parle aussi potentiellement de l'assiette ou de ce qu'il y a autour. Donc, l'art de la table fait partie intégrante finalement de l'expérience culinaire. Mais si on va dans le cercle encore un petit peu plus large, c'est l'environnement. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on entend. Donc, tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et évidemment, ce qu'il y a en amont compte énormément, donc les ressources premières, et ça fait partie effectivement d'un travail de design de culinaire, en tout cas sur le territoire, c'est de commencer par lister les ressources effectivement de ce territoire. Donc nous, on en a aussi en Bretagne qui sont particulièrement identitaires. Donc ça, c'est... Voilà. Si on veut imaginer un pique-nique sur la plage, par exemple, c'est super, mais c'est un peu galère, hein, les pique-niques sur la plage, faut l'avouer. Faut imaginer le contenu, le contenant. Tout ça, ça fait partie de ce que vous avez envie d'imaginer ? Oui, il ne faut pas oublier que aussi cette idée on est dans un carnet de tendance itinérant du littoral breton, c'est le GR34 qui est concerné par notre travail, et donc on va poser la question de cette alimentation en itinérance pour sortir du sandwich club en plastique ou de l'obligation de sortir du littoral et la vue mer pour manger dans des restaurants qui parfois vont proposer tous le même hamburger frites qui n'a vraiment pas de lien avec tout ce qu'on a expérimenté toute la matinée. Et donc en effet, imaginez ce pique-nique un peu idéal. Et il n'y en aura pas un, il y aura plusieurs propositions de pique-nique. Est-ce que c'est toujours un pique-nique d'ailleurs si on
mange sur la plage? Est-ce qu'on peut manger autrement sur la plage? Est-ce qu'on peut imaginer pêcher des coquilles, des palourdes, des coques, et puis avec un petit brasero se faire facilement des pâtes à la vongole sur la plage, et du coup oser manger chaud et dans des bols et de manière agréable. Et ce pique-nique aussi, se poser la question de la dimension écologique, c'est-à-dire aussi poser la question du packaging, de l'emballage, et essayer de tendre vers une solution zéro déchet. C'est vraiment, en tout cas pour nous, le cahier des charges qu'on va se mettre pour travailler là-dessus. Donc les contenants. Les contenants aussi, oui. Ouais. Et avoir un bel objet qui révèle à l'ouverture un beau produit qui a du sens, c'est là qu'on crée aussi une expérience à la fois authentique et sincère. Ouais. Les contenants sur Upernord, vous avez réfléchi aussi au... Oui, on a beaucoup réfléchi. On a aussi travaillé avec des designers, comme vous le dites parfaitement. On a travaillé nous aussi avec des designers produits qui ont réfléchi à des contenants. Donc on avait cette notion du fameux briquet du mineur pour la partie nomade, expérience à vélo. Comment on prend son briquet et on s'arrête à un endroit pour pouvoir avoir une expérience culinaire. Après, on est parti aussi de cette fameuse histoire du saladier de frites, parce que c'est vraiment une tradition dans le Nord quand on va à la friterie, notamment le week-end, on va avec son saladier de frites. Donc c'est vraiment, on part de la maison avec son saladier, on arrive à la friterie, et à la friterie, on vous remplit votre saladier. Et du coup, il y avait toute cette expérience qu'on voulait remettre en avant, justement par rapport à cette notion de contenant. Donc c'est quoi le saladier de frites de demain ? Qu'est-ce qu'on y raconte? Comment ce saladier raconte l'histoire du territoire. Donc on a des designers qui ont travaillé là-dessus sur les contenants, et on a aussi des designers qui travaillent aussi sur les espaces, parce que ce qui est important aussi, c'est que quand vous rentrez aussi dans un restaurant, c'est l'environnement dans lequel vous allez manger et déguster votre plat qui fait que ça sera encore plus intense et plus puissant. Et toute cette notion de lumière, d'ambiance dans un restaurant, où au final tout ça va encore décupler l'expérience culinaire et décupler l'essence. Et ça va encore le rendre plus unique. Aujourd'hui, nous, on accompagne aussi des chefs restaurateurs dans l'aménagement de leur restaurant, parce qu'ils souhaitent, dès l'entrée dans le restaurant, raconter l'histoire de leur territoire. Ils veulent vraiment être ambassadeurs et vraiment emmener leurs clients dans un voyage. Et donc, du coup, c'est comment on retranscrit les valeurs d'un territoire dans une ambiance de restaurant pour arriver jusqu'à la dégustation culinaire. Donc, c'est vraiment, le design culinaire, c'est vraiment un 360 degrés. Comme on dit, c'est au final, dans l'assiette, comment on va réussir à éveiller les 5 sens avec tout ce qu'il y a autour. C'est aussi peut-être votre travail de conseiller les acteurs locaux de la restauration sur le GR34, par exemple, puisque les restaurateurs ou les points de vente à emporter peuvent travailler sur une offre à emporter dans le sac à dos pour continuer à marcher avec peut-être le repas du midi, le repas du soir. Est-ce qu'on trimballe du verre? C'est lourd dans le sac à dos. J'imagine que tout ça, ça va converger. En fait, quand on parle de manger en itinérance, c'est vrai qu'on pense facilement au pique-nique, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi effectivement l'expérience au restaurant, sur les restaurants qui longent justement cette frange littorale. Mais c'est aussi justement, on parlait tout à l'heure d'artisans, donc c'est le boulanger qui va être dans le village qui va être traversé, c'est le chocolatier, c'est aussi en fait manger un territoire, c'est aussi ce qu'on va en rapporter de ce territoire. Donc c'est ce qu'on mange sur place, mais c'est aussi ce qu'on emporte avec nous, potentiellement dans d'autres régions, et donc c'est ce qui va... C'est ce que ça va raconter du territoire à d'autres personnes et ailleurs. Donc c'est aussi cette diffusion du territoire. Thierry, vous aussi, vous êtes lancé dans la grande aventure de la vente à emporter, oui, un peu forcé? Non, enfin oui et non. En même temps, nous, on avait déjà lancé notre propre marque, je dirais notre propre ligne de produits avec la conserverie de l'intérieur, conserverie Lipic. Il y a une partie épicerie dans le restaurant. Exactement. Donc on avait mis au point ces recettes en apertisation, bocaux, justement pour pouvoir les présenter sur les salons, afin que les gens repartent avec justement un petit souvenir. Et donc c'est ce qui se passe à travers de cette petite conserverie. Puis je crois qu'il faut revenir surtout aussi à un détail important. Au-delà du produit et des producteurs, c'est la continuité aussi à la formation, continuer à sensibiliser aussi les jeunes
sur lesquels on compte pour continuer le métier, parce que la grande différence aujourd'hui je dirais, qui fait la restauration, c'est le produit. Et quand on a un produit brut, où on a une histoire à raconter, et qui est transformé, qui est mis en avant dans une assiette, voire même à emporter, derrière tout ça, on a aussi des hommes. Et des hommes, c'est de la technicité. Et donc, je ne rentre pas dans la mécanique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une restauration qui assemble et qui met en avant des produits semi-finis, forcément, il n'y a pas d'histoire, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. Ça, c'est un peu la guerre. Ben, c'est la guerre, et puis c'est aussi, je pense, une chose importante que nous, on va mener justement dans les expériences culinaires, et c'est comme on parlait de la formation. Nous, on va pousser le curseur beaucoup plus loin en travaillant justement avec les jeunes. Et aujourd'hui, avec les jeunes, donc notamment avec les collèges, et un collège spécifiquement sur le territoire, où il y a une démarche avec un maraîcher pour justement apprendre aux jeunes à travailler la terre et à cultiver. Donc dès le collège, et ensuite à les transformer avec le chef restaurateur du collège. Donc c'est toute cette sensibilisation qu'on est en train de faire avec eux, et de montrer comment d'un produit brut, on va jusqu'au bout et on le transforme. Donc comment ces jeunes cultivent ce produit, donc sur leur territoire, où ils sont nés, où ils vivent, et comment ils le transforment, et comment ce produit peut être transformé. Comment, voilà, une carotte, on va la cultiver, on va la sortir de terre, et de cette carotte, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et il y a multiples possibilités, parce que cette carotte, ça peut être à la fois un produit qu'on peut retrouver dans une assiette, mais ça peut être aussi les épluchures de carottes qui vont servir justement à faire de la teinture végétale et à créer, voilà, un tissu avec un nouveau coloris. C'est comment de ce produit, on va pouvoir l'exploiter, le transformer avec justement toute cette créativité, justement avec cette démarche design, et de le faire de manière naturelle. Et je pense que c'est ça aussi qui redonnera envie justement aux jeunes de travailler et d'aller plus loin dans l'univers de la restauration, et de travailler dans l'expérience culinaire. Thierry, il a beaucoup d'apprentis, donc vous savez Oui. ce que c'est. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. S'approvisionner en filière courte, comme vous le faites depuis une quinzaine d'années, Thierry, alors, finalement, est-ce que c'est plus de boulot, d'organisation ? Pas vraiment. Pas vraiment, puisque de toute Faut façon, le dire, toute l'économie locale en dépend. Parce qu'il faut admettre que la sensibilisation auprès de la clientèle, qui elle-même impacte écologiquement, je dirais, la façon de consommer. La sensibilisation auprès des gens, on la retrouve aussi avec la proximité avec nos agriculteurs. Les gens dépensent chez nous, nous on dépense auprès de l'agriculteur. C'est un cercle vertueux, quoi. Et on ne participe pas non plus, je dirais, à une remontée, je dirais, de devises sur des groupes multinationaux dont on ne voit pas, je dirais, concrètement la présence sur le territoire. Et puis au-delà de tout ça, c'est que tous les paysages ont tendance à se ressembler dans nos centres-villes. On a les mêmes enseignes, on a les mêmes magasins. On n'a pas l'impression qu'une fois qu'on vient à Brest, qu'on est dans une ville qui est complètement différente d'une autre ville qu'on retrouverait dans une autre région. Oui, avec les mouettes, certes. Et puis la descente sur Siam, quoi, avec oui. Il est vrai, la vue qu'on prolonge, mais sinon, il faut avoir une résonance aussi, et le concret, c'est de proposer un voyage complet. Et puis la sensibilisation, c'est ça, c'est qu'on reste bien différent, parce que culturellement parlant, ça prend l'aspect de la restauration, mais ça prend d'autres aspects aussi, la direction touristique. On évoquait les produits un peu oubliés. Le blé noir en Bretagne a fait son comeback il y a quelques années, assez tonitruant, sous toutes ses formes, avec des inspirations japonaises, par exemple. C'est le genre d'histoire, d'aventure qui vous intéresse ? Oui, alors bien sûr qu'il va s'agir de blé noir autour de la table quand on va organiser ces ateliers collaboratifs. Et en effet, il y a des choses qui ont déjà été faites. C'est-à-dire que le blé noir, c'est pas que la galette crase d'un côté de la Bretagne et soupique de l'autre, ni la galette entre guillemets parfaite, notamment mise en valeur par Brest Café, qui parle de crase à l'extérieur, soupique à l'intérieur, ce qui est un
travail assez complexe en termes d'apprentissage. Mais cette galette, on l'a revue de manière plein différente. Elle a revisité notre apéro récemment avec des chips de sarrasin. Et rien que le fait de faire des petites galettes séchées au four et de retravailler le geste, ça change complètement l'apéro breton aujourd'hui. Avec un peu de fleur de sel. Avec un petit peu de fleur de sel potentiellement dessus, puis un peu de beurre pour que ce soit bien luisant et croustillant et gourmand, quoi. Enfin, donc on va chercher ça aussi. Voilà, par exemple, à titre personnel, avec mon mari, on a une petite cabane à manger qui est une vitrine des produits locaux du territoire sur le port de Dinard, donc directement sur GR34, et on sert un tartare d'algues cultivé à Saint-Suliac avec ses chips de sarrasin, et c'est un truc où on l'a mis à la carte en se demandant un peu ce que ça allait donner, et c'est un de nos best-sellers parce que quand on est face à la mer, on a envie de manger ça, et donc peut-être que ce tartare d'algues, il n'aurait pas été pris dans un autre restaurant, mais là ça paraît évident parce qu'on a l'impression de manger le territoire, et c'est vrai que souvent une citation qu'on utilise pour expliquer cette démarche, c'est le géographe Jean Brune qui dit que manger, c'est incorporer un territoire. Et en mangeant ce qui vient tout de suite de là où on se trouve, on fait partie du paysage d'une certaine manière. On se sent accueilli par ce territoire. Et il y a des expériences qui deviennent après des succès. Je pense au chef de la Butte dans le Complètement, Finistère, qui avait tenté de transformer la complète en finger food. Exactement, là c'est assez magique. Alors c'est un finger food, mais dans un restaurant étoilé, dans un cadre absolument magnifique, avec tout un cérémonial. Et cet endroit est assez exceptionnel. Et ce qui est très intéressant, en effet, c'est qu'il a retravaillé les marqueurs culinaires, les saveurs, les ingrédients de la galette complète, dans une forme très contemporaine, très allongée et croustillante, un peu comme une gavotte salée. Et on va être amené, en effet, à le manger comme un finger food dans un restaurant étoilé. Et donc là, on voit vraiment qu'on travaille sur les usages, les représentations, les textures, tout en nous rappelant un peu à nos souvenirs d'enfance, à notre patrimoine culinaire commun, mais en nous proposant une expérience différente qui fait qu'on va se souvenir de cette galette complète qu'on aura mangée chez Nicolas Corot à la Butte. Il ne peut plus l'enlever de la carte. Non, maintenant. Je crois que c'est très attendu, en effet. J'ai perdu le fil, il va revenir. Oui, on parlait de terre-mer. Alors c'est étonnant parce que Thierry dit qu'à Brest, quand même au bout du monde, il n'y a pas assez de travail de la mer. C'est quand même incroyable, quoi. Il faut de la terre, pardon. C'est vrai que la Bretagne est marquée par cette dualité terre et mer. Et c'est bien sûr, en tout cas, c'est une particularité. Donc, qui dit particularité dit forcément force, en tout cas, à essayer de mettre en valeur. Donc, nous, effectivement, on va travailler sur le littoral. Donc, la mer va être une clé d'entrée évidente. Mais de voir comment ça dialogue justement avec les productions intérieures, ça semble évident. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de la Bretagne, on a justement ce sarrasin qui revient s'implanter même en termes de filière, qui va essayer de justement se protéger via une IGP. On a d'autres cultures qui sont historiquement aussi liées à la Bretagne. On a des races à viande particulières, etc. Donc voilà, faire le lien avec les deux semble évident. Après, c'est vrai qu'on va certainement pas mal, on va dire, observer et en tout cas mettre en valeur les producteurs de coquillages, d'huîtres, parce que ça fait partie aussi de l'imaginaire breton. Et il y a beaucoup d'inspiration à trouver de ces produits. La manifestation au Peur Noir, dont on a vu quelques images tout à l'heure, s'adressait à qui finalement ? Aux habitants du Pas-de-Calais, ou vous aviez envie de faire venir des gens de l'extérieur pour la première édition en tout cas? Donc pour la première édition, déjà, c'était de répondre à proposer des nouvelles expériences déjà au niveau local. Après, il faut savoir que clairement, on sortait de Covid, donc on n'avait aucune visibilité sur qui allait venir. Et au départ, on est vraiment parti avant Covid, sur vraiment faire venir des visiteurs qui venaient à la fois de Paris, de Belgique et d'autres régions. Forcément, on a dû revoir un peu la copie parce qu'il y a eu tout ce contexte. Donc déjà, pour nous, le but du Père Nord dans cette première édition, c'était déjà de proposer toutes ces nouvelles expériences et de les proposer au local. Et après, par rapport
au déconfinement, aux jauges, parce qu'on a eu forcément ces contraintes de jauge qui ont été pas évidentes à gérer. On a eu ces contraintes de réouverture, on n'avait pas de visibilité sur la réouverture des restaurants. Donc du coup, c'était vraiment, voilà, on a dit on va proposer des expériences grand public. C'était vraiment pour le grand public, pour le local. Et après, on verra ce qui se passera, quoi. En 2023. Donc, oui, en 2023 notamment. Donc nous, on a été très contents parce que Hyper Noir durait que le mois de juin. Et ce qu'on a trouvé top, c'est que Hyper Noir a continué après le mois de juin. Donc c'est-à-dire que les restaurateurs ont continué à proposer les produits. Voilà, au-delà des restaurateurs, ça a été aussi les offices de tourisme parce que pour eux, ça a permis justement d'expérimenter de nouvelles offres touristiques. Aussi bien de nouvelles expériences à vélo que des expériences culturelles et aussi de créer des expériences hybrides en mixant le vélo et le culinaire. Et fort du succès qu'ils ont eu en juin, ils ont réitéré justement ces expériences pendant l'été. Et les chefs restaurateurs ont continué l'expérience le menu noir parce qu'il était demandé, à la fois par la venue de journalistes, mais aussi par du grand public, des clients qui appelaient, qui disaient « Ah, on voudrait savoir, est-ce que vous faites le menu noir ?» Et aujourd'hui, on a certains chefs restaurateurs qui le proposent à la demande. Donc un peu menu exclusif, menu noir. Et là, en 2023, on a la deuxième édition du Père Noir. Et justement, ça rentre dans le cadre de la région européenne de la gastronomie. Donc là, l'envie d'attirer sur le culinaire. Voilà, sur le culinaire, parce que la région des Hauts-de-France a obtenu justement le label Région européenne de la gastronomie. Donc pour nous, c'est vraiment une superbe opportunité. Parce que grâce justement à la création de ce collectif, de l'ensemble de ces métiers de bouche, donc ils sont 45 aujourd'hui, ce collectif va être mis en lumière pendant la région européenne de la gastronomie, donc avec une belle visibilité européenne. Donc pour nous, c'est vraiment un tremplin pour déployer encore plus l'expérience culinaire et de montrer que le culinaire est aussi un vecteur d'attractivité économique pour le territoire. Une expérience assez géniale, hein, qui une réussite grâce à la synergie des métiers de bouche, des acteurs locaux. Thierry, est-ce que vous imaginez ça à l'échelle de Brest, par exemple? Est-ce que vous arrivez à mobiliser les confrères autour de vous? Alors c'est compliqué parce que la seule journée de repos, bien souvent, ils sont concentrés sur leurs préoccupations personnelles. Et puis le collectif, sur l'intention, il est là. Mais en réalité appliquée, c'est moins évident parce que problème interne d'organisation, problème de personnel, problème, je dirais, parce que le côté loisir, nous, on l'admet, mais on ne le voit pas non plus tant que ça. Et donc après, il y a aussi un peu de temps à donner à sa famille. Donc à partir de là, quand on prend à sa charge également l'organisation d'un collectif, ce que je fais aussi au travers d'une association, le groupement des restaurateurs Pointe-Bretagne, en Finistère, il faut un porte-voix, il faut que quelqu'un montre la voie et essaye de rassembler collectivement effectivement des intentions communes. Et c'est pas facile. Et forcément, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça qu'on prêche aussi. Vous êtes nombreux à Brest à travailler la filière courte, le local. Vous avez l'impression d'être un peu sur la filière courte, sans aucun doute, hein, parce que bon nombre et tous les restaurants traditionnels travaillent comme cela. Ils vont s'approvisionner en direct avec les maraîchages, les pêches de ligne et autres. Après, les signatures sont différentes, mais l'appartenance après qui nous est propre, elle est somme toute, c'est vrai, complète et unique sur ce genre. Est-ce qu'il y a des produits que vous n'arrivez pas à trouver en local? Mauvaise qualité, trop cher ou pas assez de quantité? Est-ce qu'on vous fait le reproche des fois au resto, mais pourquoi vous n'avez pas ça, ou pourquoi vous allez chercher tel produit? Non, pas spécialement, parce que c'est la saisonnalité qui donne le rythme du produit. Donc à partir de là, il n'y a pas de... après, si on nous demande des produits qu'on n'a pas, après on raisonne, on leur explique que à partir du moment où on a un X nombre de personnes à travailler dans le restaurant et qu'il faut... quand on travaille le produit frais, je veux dire, vaut mieux des cartes courtes que des cartes étendues. Il n'y a pas de secret. Hein. Comment est-ce qu'on peut réinventer l'approche culinaire pour répondre aux tendances, hein, peut-être aussi aux clichés Instagram, aux évolutions de mode de consommation, etc., sans dénaturer l'âme du territoire, ce que peut faire par exemple aussi Thierry au Ruffet, quoi?
J'ai une petite question technique. Est-ce que les images qu'on vous a préparées, on peut les présenter? Je pense que c'est bien aussi d'avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. J'ai mes petits coquillages, voilà. Les fameux contenants. Exactement. Non, l'idée, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui est en fait naturel et naturellement beau et naturellement bon. En fait, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans notre métier. C'est vraiment s'inspirer de l'existant et se demander comment on le fait de la manière la plus simple. Alors, pour vous donner un peu des exemples, je pense que c'est un moment, c'est sympathique de voir à quoi ça ressemble. La madeleine, la forme de la madeleine, le moule de la madeleine vient de la coquille Saint-Jacques. Parce qu'il faut savoir que le coquillage, c'est une matière qui est assez convectrice, donc qui va permettre de faire croustiller la pâte à gâteau sur les bords et qui est un moule beaucoup plus accessible au moment où les moules en fonte se sont développés. Et donc, les femmes de marins faisaient des gâteaux dans les coquillages, dans les coques de coquille Saint-Jacques. Et donc, voilà, faire une madeleine dans la coquille Saint-Jacques et l'acheter auprès d'un camion, un petit boulanger, aller se promener sur la plage et la manger, pouvoir remettre la coquille à la mer. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez évident en termes de zéro déchet. Et en plus, ça rajoute beaucoup à l'expérience, par exemple. Donc, chercher le contenant naturel, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la restauration haut de gamme, gastronomique, étoilée. On a beaucoup vu les coquillages, le bois, les matières premières retourner dans les assiettes pour recréer cette expérience de l'alimentation naturelle. Mais on peut aussi s'inspirer de ça pour le faire à tout niveau de gastronomie. Et on peut proposer ce type d'expérience aussi dans une boulangerie, dans un petit restaurant, etc. Presque question de sobriété culinaire. Là. Oui, c'est de la sobriété. Et en même temps, comme c'est harmonieux, que ça a du sens, il me semble que c'est un petit souvenir sympathique quand même. Et qu'en tant que parent, on est content d'acheter une madeleine dans une coquille Saint-Jacques pour ses enfants. Et après, on peut aller plus loin. On peut se dire aussi, pour pousser le curseur, est-ce qu'on peut faire par exemple une madeleine salée dans laquelle on va peut-être remettre la Saint-Jacques et peut-être avec de la julienne de carottes et de courgettes, quelque chose d'assez classique, ou de poireaux assez classique en association, ou du terre-mer. On sait que les coquilles Saint-Jacques, ça va très bien aussi avec la charcuterie. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on revisite en plus cette recette en version salée? Et dans ce cas-là, on fait un double travail de design culinaire. Vous avez d'autres supports Oui, vous avez d'autres si vous voulez continuer, par exemple. Ah, c'est moi qui les appète. C'est moi qui les appète. Elle est là. Hop. J'ai une grande jupe, mais elle n'était pas cachée dessous. Merci. Hop, vert. Il faut appuyer sur le gros bouton. Dans cette même idée, en fait, très simple de se redemander qu'est-ce qu'on fait de ces coquillages. On a peut-être tous le souvenir d'avoir acheté des roux-doudous à la boulangerie. Alors moi, à mon époque, les roux-doudous n'étaient que en plastique avec des couleurs fluo. Je sais qu'à une époque, on les mangeait déjà dans des coquilles comme ça. Et donc, en fait, faire des ateliers culinaires, par exemple, où on va inviter des enfants à apprendre à faire un caramel beurre salé, qui est quand même très identitaire des marqueurs culinaires de la Bretagne, mais les remettre dans des coquillages qu'on aura pêchés soi-même sur le bord de la plage, ça permet aussi de réconcilier toute une génération autour de la table. Et c'est des tout petits gestes culinaires comme ça qui sont à la portée de tous, mais ça peut être aussi je cherche le terme, en fin de repas, avec un café, servir ça à la table d'un restaurant, posé dans un mini bac à sable, une espèce de contenant en bois avec du sable, etc. Et on reconstitue cette expérience, ça peut être assez sympathique. Voilà, tout à l'heure, on parlait de la fameuse galette gavotte de Nicolas Corot, qui est assez exceptionnelle, et aussi son bar à beurre. Et en fait, on commence le repas en dégustant des beurres agrémentés, faits maison, avec différents types de pain. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, l'objet a été designé sur mesure, avec des petits carrés. Et on a aussi le petit carré de terre cuite fabriqué en Bretagne, qui valorise le savoir-faire breton sur lequel on va poser le beurre. Et donc, en fait, c'est tout le geste qui importe. Comment vous gérez votre beurre, Thierry? Parce que vous, quand on amène le froment du Léon sur la table, il n'y a plus de pain au bout de 2 minutes. C'est clair. Et après, je prendrai la parole pour aller au bout du chemin. En fait, nous, on le prend, on le commande, et puis on le convoie. Alors les gens se jettent dessus, quoi. Après, il y a ceux qui connaissent maintenant, mais il y a ceux qui connaissent pas. Alors, qui nous demandent pourquoi le jaune bouton d'or. Pourquoi le beurre? Qu'est-ce que ça est d'abord aussi? Certains s'interpellent. Et donc il faut de nouveau, il y a une notion aussi de réexpliquer de l'appartenance au produit, quoi. Et c'est vrai que c'est parfait. C'est vrai que c'est une bonne application de ce qu'on pourrait mettre en amont, justement pour se ressourcer. Et je vais aller plus loin. Si on veut admettre une différence culinaire, à nous aussi peut-être de baliser le chemin en allant rechercher des labels d'appartenance à un beurre breton issu strictement de la biodiversité des laits de vaches bretonnes.
Voilà. Donc ça, c'est après, si vous voulez, à partir de là, une fois qu'on structure une filière, et on peut remettre en question aussi peut-être l'existence de certains labels qui, par exemple, sous l'AOP ou l'AOC, couvrent aussi des productions aujourd'hui fromagères distribuées de ci, de là, qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on pourrait s'imaginer du territoire et du terroir. J'avais un quiz justement, parce que c'était le but du jeu. Quelle est la différence entre un Salers et un Salers Tradition, par exemple? Alors là... Voilà. Hein, donc je prends la définition. Pour le Salers, celui qu'on trouve justement en cellophané sous forme plastique, à prohiber, pas d'impératif de race. Et sur le Salers Tradition, la matière première se fait exclusivement avec le lait de la Salers. Donc si on veut démystifier le fromage, il suffit d'aller prendre simplement du Salers Tradition. Si on veut aussi soutenir des filières et des productions en amont qui véhiculent aussi, je dirais, l'image vraiment d'appartenance culturelle à une localité. Camembert et Livaro, par exemple. Normandie, donc. Oui, donc Camembert, à partir du 1er mai 2017, le troupeau de chaque producteur de lait destiné à la fabrication de Camembert de Normandie comprend au moins 50% de l'effectif de lait de vache laitière en race normande. Livaro, uniquement le lait de la vache normande, à compter du 1er mai 2017. Donc, il vaut mieux manger du Livaro. Donc, il faut l'expliquer tout ça aux voilà, voyageurs. Donc ça, c'est pour la Normandie. Donc, eux aussi, en Normandie, ils ont sur leur territoire, je pense aussi, des choses qui sont dans la démarche de ce que nous, on veut faire ici. Après, nous, on a le Gouel. Mais pour aller plus loin que le Gouel, parce qu'on a aussi une fédération des races de Bretagne en Bretagne, il faut s'appuyer sur ce qui a été construit de façon à pouvoir aller légitimement, pourquoi pas, donner une appellation commune pour un fromage qui pourrait être produit strictement, élevé, transformé et produit sur le territoire au travers de lait de cette biodiversité. Là, je lance une piste. Un défi. Dans 3 minutes, on va regarder les questions qui ont été envoyées. Si vous voulez poser des questions à nos intervenants, si vous êtes chez vous, vous allez sur le chat. Sinon, si vous êtes ici à Rennes, au couvent des Jacobins, vous pouvez scanner le QR code que vous avez sur votre badge et vous arrivez sur la page destinée aux questions des intervenants. On peut poursuivre si vous voulez, Virginie. Si vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer encore? Alors voilà, tout Là, à l'heure, on dans parlait l'application des super idées pour... on parlait aussi du geste culinaire qui va induire un usage différent. Et donc, on va passer un moment différent avec un produit similaire. Et là, je vous ai montré justement cette galette de sarrasin roulée comme un maquis, donc vraiment inspirée d'une culture japonaise qui est vraiment le cœur de la vision de Bertrand Larcher avec Bresse Café. Et donc, forcément, on va le manger autrement, on va plus facilement partager. Et donc, autour d'une table, on va pouvoir choisir plusieurs types de galettes et se faire goûter, ce qui est plus difficile avec une galette pliée de manière traditionnelle. Et puis comme on change la forme et l'usage, c'est plus facile aussi d'intégrer potentiellement des saveurs venues d'ailleurs, des gestes venus d'ailleurs, et donc potentiellement réintégrer des algues. Et l'intérêt, ce sont des algues bretonnes, mais c'est associé à la culture japonaise, donc le lien est plus facile. Donc il y a une forme de pédagogie à travers le geste culinaire et le design culinaire. Et à droite, c'est les chips de sarrasin dont je vous parlais, qui ici elles peuvent avoir des formes très différentes. Et ici, hop, c'est presque un petit tacos. Donc on est en Bretagne, au Japon, en Amérique du Sud en même temps. Et puis tout à l'heure, on parlait du pique-nique. Et donc ça, c'était un autre petit exemple que je voulais donner. Il m'est revenu à l'esprit quand on était avec Cyrielle Chaumette et Stéphane Sévos du T-Hub, qui sont les personnes aux manettes de cette grande opération, et qu'on était avec nos élèves du lycée hôtelier de Dinard. Il y a une licence pro, gestion de projet éco-responsable, dans laquelle j'interviens en tendance culinaire. Ils sont venus présenter le projet et on leur a dit, voilà, c'est quoi le pique-nique en Bretagne, etc. Et donc la première idée, c'est de se dire, en effet, je vais faire un bocal en verre, mais le bocal en verre, c'est lourd, comment est-ce qu'on fait la consigne, etc. Et je me suis souvenu qu'on avait travaillé sur l'idée de la boîte à œufs. La boîte à œufs, c'est génial aussi en termes de design. 6 petites portions qui vont constituer un repas. On peut avoir du sucré, du salé, c'est léger, c'est facilement recyclable. Et potentiellement, elle peut d'ailleurs être aussi dans une matière consignable et lavée. On peut redesigner cette boîte à œufs ou on peut vraiment utiliser la boîte à œufs. Donc voilà, imaginez les choses autrement. Merci Virginie pour ces exemples. Vous voyez, nous en Bretagne, on traîne nos clichés de crêpes-galettes. Vous, dans le Nord, vous avez la frite. Vous avez transformé la sauce en sauce noire. Oui. Voilà, et la frite en frite noire. Oui, voilà. C'est que nous, on est allé jusqu'au bout en travaillant, comme je vous ai dit, avec tous les métiers de bouche. Et forcément, la frite...
elle est propre à nous, quoi. La friterie. Fallait pas l'oublier, quoi. Faut l'intégrer. Non, faut pas l'oublier. Puis en plus, on a voulu aller plus loin dans l'expérience de la friterie, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'endroit pour les habitants et même pour les touristes qui viennent un week-end, il faut qu'ils aillent à la friterie et manger ce fameux cornet de frites. Et on est allé plus loin et on a commencé une première expérience qui s'appelle Fritt Art, justement. Et Fritt Art, ça a été vraiment la rencontre entre un street artiste et une friterie, et comment de cette friterie on en fait une expérience artistique et qui contribue à l'ensemble du territoire. Et à la fin de cette expérience, donc il y avait le street artiste qui a tagué carrément la friterie. Donc, qui a fait de cette friterie, qui a fait un tag avec justement le terri qui est devenu le cornet de frites. Et ce qui était top à la fin, c'est que justement, on a démarré l'événement en faisant l'inauguration autour de cette friterie. Donc, c'était vraiment une rencontre entre les visiteurs, les habitants, le street artiste, et de comment on revoit aussi cette notion de friterie, comment on amène aussi quelque chose de nouveau, au-delà de l'expérience culinaire, de l'expérience culturelle, et comment d'une simple frite, on en fait une expérience qui va beaucoup plus loin. Et ce qui est top aujourd'hui, c'est que cette friterie, elle a été... le street artist a dit, mais pour moi, c'est ma sainte friterie. Et du coup, sur les réseaux sociaux, maintenant, cette friterie est appelée la Sainte Friterie, donc de la destination autour du Louvre-Lens. Donc, c'est ça qui est génial. Et le but, c'est aussi de créer tout ce parcours ce parcours Fritt Art. Donc, le mix entre la friterie et l'artistique. Ça vous aurait inspiré le noir, Thierry, ou pas? Oui, ça fait partie. Le noir, ça veut dire le brûlé aussi. C'est le brûlé. C'est aussi, on a eu tout ce travail sur les différents types de cuisson. Donc, le barbecue. Ouais. C'est le guanadu aussi. Hein. Oui. Donc voilà. Donc ça, nous aussi, on a le côté noir aussi dans notre vision. Le noir associé au blanc, avec un fort contraste justement. Ouais. Un œil sur les questions que vous avez pu envoyer. Nathalie, qui est en distanciel, nous demande pour la Bretagne, le GR34, par quel réseau mobilisez-vous les producteurs locaux dans le cadre de la mission TIUB, j'imagine? Pour l'instant, on n'a pas encore actionné les réseaux, mais on identifie différentes personnes. Ce qu'on va en fait essayer de faire, c'est déjà d'identifier les personnes que nous, on connaît comme étant des personnes vraiment porteuses du territoire et puis qui soient vraiment imprégnées de leur territoire. Et on va, en plus de ça, faire des appels finalement à intérêt par des différentes personnes comme ça qui voudraient vraiment s'impliquer. Ok. Loïc qui demande qu'est-ce que la démarche design? Alors, vaste question. Alors déjà, c'est bien parce que c'est associé au mot démarche. Donc oui, le design est une démarche et pas on va dire une espèce de vernis qu'on pourrait mettre sur un projet. Très bien, ouais. Donc c'est ce qu'on entame finalement. Oui, merci Loïc. Merci Loïc. Il est là, il est au premier rang, je crois. Donc oui, la démarche design, c'est vraiment ce qu'on va finalement amorcer là, c'est d'aller sur un chemin qu'on ne connaît pas. Finalement, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu dans l'inconnu. Ce projet, finalement, sur lequel on est missionné, on ne sait pas du tout à quoi il va aboutir aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt, justement, c'est d'avancer un petit peu à vue, et puis de découvrir au fur et à mesure. Et cette démarche-là, on l'ajuste aussi au fur et à mesure de nos découvertes pour pouvoir aboutir à la fin à des choses vraiment concrètes et tangibles, évidemment. Ok, c'est bon Loïc? La démarche design. Ah, c'est pas vous en fait? Ah d'accord. Okay. Angélique, quel avenir pour ces pépites dans notre contexte d'actualité catastrophique? Il y a des exemples, hein. Augmentation du prix du blé, augmentation du pouvoir d'achat, 3 petits points. Qui veut répondre? C'est la proximité, de nouveau, c'est le circuit court, donc c'est la solution. Le gasoil, etc., on n'a plus besoin puisqu'on prend tout sur le local, et ça va nous permettre aussi d'éviter, je dirais, le problème de ne pas avoir ceci ou cela. On consomme que du local et puis tout va bien, on n'a pas besoin de plus. Voilà, tout est dit, hein, Ludivine. Ouais, carrément, tout est dit. Et surtout, en tout cas, c'est un biais... Un vrai levier. Ah oui, bien sûr, c'est la réponse de nouveau au problème lié dans la conjoncture du moment. C'est surtout que ça va recréer des nouvelles dynamiques. Donc, je pense que ces pépites, justement, vont pouvoir répondre à des problématiques qui, aujourd'hui, émanent, comme on dit, l'augmentation des prix, tout ça. Et ça va pousser aussi de nouvelles vocations.
notamment sur tout ce qui est culture, partie maraîchère, où on va vraiment se réapproprier la terre de nos territoires. Je pense que demain, c'est ça, surtout l'enjeu, c'est se réapproprier la terre de notre territoire et que chaque territoire se réapproprie sa terre et la cultive et en prenne soin. Via la gastronomie. Parce qu'on veut bien manger. Parce qu'on veut bien manger, à l'alimentation. Merci Ludivine d'être venue depuis le Nord pour nous raconter ce que vous avez pu faire avec Upper notamment et le travail du noir dans la gastronomie. Merci beaucoup Thierry, bon retour à Brest. Oui. Vous êtes ce soir en salle? Vraisemblablement, oui. Il y a des chances, oui, si je cours assez vite pour reprendre le train. Merci à vous d'être venu et bravo pour votre implication dans les filières courtes dans le 29. Et puis bon courage parce que pour vous la mission Virginie et Lucie ne fait que commencer. C'est ça, mais on a hâte, on a très hâte de la commencer. De découvrir vos conclusions, je ne sais pas comment on peut appeler tout ça, en tout cas vos idées. On a un petit peu dépassé. Rendez-vous à 10h30 pour la suite des aventures de ces rencontres Tourisme Bretagne. Dans la nef, le territoire comme source d'inspiration et d'innovation au service de nouveaux modèles touristiques. Rendez-vous pour un regard croisé, donc c'est à 10h30. Et moi je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour un regard croisé également avec 4 intervenants concernant l'opportunité des tiers-lieux, tisser des liens entre habitants et voyageurs. Merci de votre attention, merci à vous qui nous suivez en distanciel. À tout de suite, Kenavo.